Bonjour à tous. Donc, je remercie l'ARNU de son aimable invitation et je suis enchanté d'animer avec Michel Grimaldi ce propos sur l'intérêt pratique de la donation-partage aux petits-enfants que depuis longtemps nous espérions. Les jeunes n'ont pas connu le temps où on n'avait pas d'instrument pour organiser la donation-partage aux petits-enfants, autre que la donation simple. Au fil de l'eau, on s'est aperçu que l'allongement de la durée de la vie augmentait le taux d'épargne. Les 3 dernières années, par exemple, le taux d'épargne a encore augmenté de 15 à 18%. Et donc on n'utilise pas encore assez ces donations-partage aux petits-enfants. Et donc, les gouvernements ont souhaité également accélérer la circulation des richesses par des encouragements fiscaux. Mais pendant très longtemps, on avait à notre disposition que la donation simple pour que le grand-père transmette aux petits-enfants. Et il n'est pas inutile d'en rappeler les effets indésirables. Le premier effet indésirable, c'est qu'une donation simple aux petits-enfants s'impute sur la quotité disponible. Elle est donc limitée et met en concurrence le conjoint survivant et le petit-enfant. Le deuxième inconvénient de la donation simple pour les petits-enfants, c'est une réunion fictive revalorisée en fonction des emplois qu'ils ont faits. Et puis, dans les familles, au stade de la génération enfant, le G2, on a cet article 935 alinéa 2 du Code civil qui permet aux grands-parents de donner aux petits-enfants mineurs sans en informer l'enfant, puisque l'autre grand-parent peut accepter à la place des enfants. Et donc finalement, les grands-parents peuvent avantager les petits-enfants sans l'intervention des enfants, ce qui n'est pas forcément souhaitable, parce que on est tous confrontés dans nos études à des souhaits de grands-parents investis d'une relation personnelle avec les petits-enfants. Par exemple, ils ont 2 enfants, 5 petits-enfants, un petit-enfant dans une souche, 4 petits-enfants dans l'autre. Eux, ils ont 5 petits-enfants, ils veulent donner 5 fois 10 000. Ils vont donner donc 1 fois 10 000 dans une souche, 4 fois 10 000 dans l'autre souche. Les grands-parents, forcément, ne pensent pas qu'ils sont en train de créer une inégalité par souche. Et avec cet article 935 alinéa 2, ils peuvent le faire sans l'accord des enfants. De toute façon, comme ils se contentent souvent de remplir une déclaration de don manuel, la question de la signature ne se pose pas, puisqu'ils vont signer tout de même l'imprimé fiscal à la place des petits-enfants. Et donc, cet instrument de la transgénérationnelle va donc permettre de transmettre aux petits-enfants en respectant une égalité par souche, avec l'accord de l'enfant s'il l'estime en âge de transmettre avec un niveau de fortune suffisant, et sans désavantager les enfants qui n'ont pas eux-mêmes d'enfants. Évidemment, sans être limité par la quotité disponible. Donc, grâce à ce mécanisme juridique simple, qui finalement n'ajoute, Michel Grimaldi l'a bien expliqué, aucune difficulté au procédé liquidatif par rapport à une donation-partage classique. Le grand-parent donne au petit-enfant avec l'accord de l'enfant, puisque c'est ce qu'il rend en moins, tout simplement, par en fait un moyen original, c'est l'imputation sur la réserve de l'enfant. Donc nous avons proposé ce mécanisme à l'issue du 96e congrès des notaires de France, et ce mécanisme qui trouva sa place le 23 juin, dans la loi du 23 juin 2006. Donc pour vous convaincre de la simplicité, de la souplesse du mécanisme, je vous propose 4 exemples exposant un panorama non exhaustif des solutions possibles et fiables d'utilisation de la transgénérationnelle. Alors, voilà le premier exemple. Je vais redire un petit peu les mêmes choses que Michel Grimaldi, et comme j'ai peur de ne pas les dire aussi bien, je me suis aidé d'un petit schéma qui est assez simple mais assez parlant, qu'on peut retrouver dans nos études. Donc un grand-père a 5 enfants, et il souhaite donner par exemple 5000 titres d'une société ou 5 appartements. Prenons d'abord le cas de A. Donc A n'a pas d'enfant, il reçoit 100 000, un cinquième. Abattement parent-enfant 100 000, pas de fiscalité. B, lui, accepte de ne recevoir que 40 000 et consent à ce que ses propres enfants, B1 et B2, touchent 30 000 chacun.
Ça va permettre à B1 et B2 d'utiliser l'abattement petit enfant, puisque vous savez que fiscalement, on n'a pas de représentation. La représentation successorale qu'on a fiscalement n'existe pas pour la donation-partage. Ça peut être un bien quand on veut utiliser aussi les abattements petit enfant. Donc là, je vais utiliser les abattements petit enfant pour B1 et B2 et une partie de l'abattement enfant avec les 40 000. Quelques années plus tard, finalement, B décide de donner ces 40 000 à ses enfants, aux petits-enfants. 40 000 ont pris de la valeur, ça a pris 20% par exemple. La première solution, elle est assez simple, c'est que B consent une donation-partage, on va expliquer ce cas-là tout à l'heure, à ses 2 enfants, et sans que finalement la réunion fictive de B dans la succession du grand-père soit modifiée. C'est une autre donation-partage, avec possibilité de changement d'attributaire, et c'est à mon sens la solution la plus simple. Parce que l'autre solution, c'est que B réincorpore les 40 000 qu'il a donnés dans la succession du grand-père pour qu'ils soient redistribués à ses propres enfants. Pourquoi faire ça? Dans un but fiscal. Parce que si la précédente donation a plus de 15 ans, vous savez que la réincorporation est assimilée à une opération de partage taxée à 2,5 et non pas une donation. Si en revanche la donation originaire a moins de 15 ans, là l'acte sera taxé comme une donation par le grand-père à ses petits-enfants, selon la valeur au jour de l'acte de la réincorporation et imputation des droits dus lors de la première donation. Donc, ce que beaucoup de praticiens cherchent à utiliser, j'ai une donation de plus de 15 ans, au lieu de redonner et payer 20% de droits, je réincorpore une donation de plus de 15 ans et je suis dans une opération de partage. Alors, l'opération me semble compliquée. Michel Grimaldi a démontré brillamment que le principe de la donation de lot fait qu'on pourrait ne pas faire intervenir les frères et sœurs, mais nous, on a un bien qui a pris de la valeur, donc on a une réunion fictive à revaloriser, et en vertu de 1078, si je ne fais pas intervenir les frères et sœurs, eh bien, j'aurai un déséquilibre dans la réunion fictive. Donc là, nous, praticiens, pour moi, dans la mesure où le bien aurait pris de la valeur, on ne peut pas échapper à l'intervention de tous les frères et sœurs à ABCDE. Pour l'application de 1078 et d'une façon équitable. Parce que là, j'ai réincorporé les 40 000, mais je n'ai pas réincorporé forcément les 60. Donc, je vais forcément modifier la valeur de ma réunion fictive. Donc, finalement, A aura une réunion fictive plus forte que B à terme. Donc, cette réincorporation, motivée par un but fiscal, d'appliquer le droit de partage au lieu de la fiscalité, à titre gratuit, est une opération plus délicate à mettre en place. J'arrive à C. C, lui, est fortuné et il accepte de ne pas être alloti. C'est ses enfants qui vont toucher 50 000 chacun. On applique l'abattement petit enfant, 31 865. Et comme vous savez qu'on ne peut pas transmettre l'abattement de 100 000 aux petits-enfants, il n'y a pas de représentation successorale, je vais être fiscalisé au-delà de 31 865. J'arrive à l'enfant D, qui lui a conservé donc 40 000 euros au départ, comme B, et puis un troisième enfant naît. Et là, en fait, le système est assez simple, c'est que du fait de la naissance de l'autre troisième enfant, au deuxième degré de génération, entre D1, D2, D3, je n'ai plus une donation partage. Alors que, au premier degré de génération, ABCDE, on va en reparler après, si E ne participe pas, c'est pas grave, j'ai quand même une donation partage au premier degré. Mais là, au deuxième degré de génération, entre D1, D2, D3, je n'ai plus une donation partage. Par la naissance de ce troisième enfant, elle devient donation simple. Donc, D peut tout simplement redonner 30 000 à D3. Si le bien a pris de la valeur, il rééquilibre, il redonne par exemple 3 000 à D1, 3 000 à D2, 33 000 à D3, et on a une donation partage
qui est à nouveau équilibré. Alors, plus compliqué, le grand-père pourrait organiser une donation-partage transgénérationnelle en donnant 33 000 à Détroit, mais là, ça supposerait l'intervention à nouveau de toute la famille. Dernier exemple, mais je viens de vous en parler, s'il ne participe pas à la donation-partage, au premier degré de génération, donc au niveau des enfants, l'acte vaut donation-partage dispensé de rapport, mais dans la mesure où un des enfants n'a pas participé, 1078 ne s'applique pas, donc j'aurai une donation-partage dispensée de rapport, mais une réunion fictive valeur d'essai. Alors que si eux participent, 1078 étant applicable, j'aurai une réunion fictive valeur donation-partage. Dernière remarque sur cet exemple, c'est le droit de retour qu'il nous faut adapter dans nos donations-partage. Au premier degré, pas de problème, on peut prévoir un droit de retour classique. En revanche, il ne faut pas prévoir de droit de retour dans la relation grands-parents-petit-enfant. Sinon, s'il devait jouer, il empêcherait l'enfant lui-même de prétendre à sa part. Donc, là, la pratique en pratique, on met en place souvent une donation, une clause de résiduaux. Les clauses de résiduaux, moi, je vous encourage à faire une liquidation chiffrée pour vérifier que jusqu'au bout, ce sera cohérent. Moi, je me suis amusé à faire un petit exemple où j'avais 2 petits-enfants où l'enfant prenait rien. L'enfant doit une réunion fictive de 150 000 alors qu'il a touché que 100 000. Et donc, attention, il faut sécuriser la liquidation. J'en parlais tout à l'heure, des clauses de résiduaux. C'est des effets à double détente. Il faut, je trouve, les liquider avant de se lancer dans l'acte. Donc voilà sur ce premier exemple, relater un petit peu les solutions classiques qu'on peut utiliser avec la donation-partage. J'ai un deuxième exemple pour illustrer le démembrement, que tu as évoqué également. Voilà, le démembrement. Alors, là, l'idée, 2 cas possibles, soit le grand-père veut donner la pleine propriété, soit il ne veut donner que la nue propriété. Premier exemple, le grand-père donne la pleine propriété. Donc là, il pourrait donner à A l'usufruit et à A1, A2 la nue propriété, en indivision. À B l'usufruit, à B1 la nue propriété, et puis à C la pleine propriété. Donc c'est une donation-partage dont la réunion fictive sera valeur propriété dans chaque souche. Le deuxième exemple, c'est le grand-père veut donner avec réserve d'usufruit. Donc là, le grand-père se réserve un usufruit. Il va donner à A un usufruit en second, un usufruit qui n'est pas ouvert, et à A1, A2 une nue propriété. À B un usufruit en second, et à B1 la nue propriété de la totalité, et puis à C, il donne la nue propriété. Alors, la difficulté dans ce démembrement, bon, l'intérêt c'est évidemment d'utiliser les abattements fiscaux des petits-enfants. La difficulté c'est que dans ces démembrements, dans ces doubles démembrements, on n'a pas ouvert un troisième usufruit sur l'épouse de A, l'épouse de B, l'épouse de C. Non, C, il n'y a pas de problème. L'épouse de A et B, pardon. Et donc, les épouses de A et B seront écartées en général, dans les transmissions transgénérationnelles, les conjoints, finalement, sont écartés parce qu'on ne peut pas... on pourrait juridiquement réserver un usufruit, mais la réversion serait taxable à 60% à l'ouverture de l'usufruit, donc ce n'est pas souhaitable. Et à cause de cette raison fiscale, du coup, on est obligé d'écarter les conjoints. Ça peut poser problème. Et puis en fait, il faut quand même en informer A et B, parce que ce n'est pas forcément leur volonté.
Ils veulent peut-être que leur épouse ait l'usufruit avant les enfants de ce bien, même s'il est d'origine successorale. L'enfant unique, t'en as dit deux mots. Le donateur peut allotir l'enfant et son petit-enfant. Il peut allotir également les petits-enfants avec l'accord de l'enfant. Tout ça valant donation-partage. Et puis alors, ça correspond à une question que j'avais eue d'un client. C'est la donation simple transgénérationnelle, qui est quand même une donation-partage. L'idée, c'est que B ne veut pas recevoir son lot pour l'instant, donc lui, il dit, moi, je ne veux pas participer à la donation. A voudrait quand même que la maison lui revienne, il veut engager des travaux, il veut en être propriétaire. Mais finalement, il préfère que ses enfants fassent le projet. Donc, le grand-père donne à A1, A2, avec l'accord de l'enfant. Évidemment, au stade des enfants, c'est une donation simple, puisque B n'a pas concouru. Il aurait peut-être été préférable de faire une donation partage avec Soult, mais si B ne veut pas intervenir, il ne veut pas intervenir. Et en revanche, entre A, en fait, ça vaut tout de même donation-partage au deuxième niveau. Donc A, il devra un rapport normal, 922. En revanche, dans la succession de A, les deux enfants sont censés avoir touché une donation-partage. En revanche, ils subiront, si par exemple leur enfant décédé avant eux, un rapport normal valeur décès, évidemment. Donc voilà quelques exemples illustrant les cas simples et possibles dans la donation-partage transgénérationnelle. Alors, en conclusion, je voulais rendre un hommage à Rémi, Rémi Gentilhomme, qui résumait ainsi la genèse de la donation-partage aux petits-enfants. Il avait évidemment contribué au vœu à l'époque. Rémi, qui nous a quittés, vous savez, il y a quelques années, je le cite, « La donation-partage transgénérationnelle, naquit d'un père inspiré, votre serviteur, fut dotée d'un parent dont la foi en l'innovation juridique était chevillée au corps, il pensait à Michel Grimaldi, et reçut le baptême législatif par l'onction du grand prêtre du droit successoral moderne. Il citait évidemment Pierre Catala. » Donc, voilà, un petit mot sur Rémi, qui était un juriste brillant, qui fuyait les servitudes, un fiscaliste inventif et bagarreur, qui aimait rappeler que tout notaire recèle en lui les débris d'un poète. Lorsqu'il écrivait, il privilégiait l'élégance de l'écriture, au-delà de la précision des arguments, de la cohérence de la démonstration, sans jamais trahir l'engagement pour le contribuable. Je vous remercie de votre attention.